Oui, donc bonjour, je vais vous présenter quelques résultats et aussi le projet AgroDiff, parce que ça fait pas de mal des fois de rappeler un peu, j'avoue que parfois on est un peu perdu sinon. Donc c'est un projet qui consiste à caractériser la diversité génétique animale et végétale pour répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Donc c'est un projet qui est porté à plusieurs têtes, plein d'instituts différents. Donc Mathias Zitnicki, Pierre Peter Longo, François Parcy qui est dans la salle, Jérôme Sals et moi-même. Donc respectivement, pour ceux de l'INRA, on est de trois départements différents, les plantes, les animaux et le numérique. Pierre Pétanlango de l'INRIA et François Parcy, CNRS, CEA. Donc voilà, c'est assez divers et ça nous a permis de rentrer en contact, ce projet. Voilà, donc tout d'abord un peu de contexte. En termes de ressources génétiques, où est-ce qu'on en est? Au sortir de la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très forte demande alimentaire pour la production, et donc on a eu besoin d'avoir une agriculture qui était extrêmement productive. Et ça a conduit à plusieurs choses. Mais pour répondre à cette demande, on a dû standardiser les systèmes. Ça faisait écho aussi à la révolution industrielle. Donc on a beaucoup standardisé également l'agriculture, avec une forte dépendance aux intrants et tout ce qui va être apport extérieur. Donc ça a conduit à une certaine homogénéisation à plusieurs échelles. D'une part, on a utilisé les variétés ou les races qui avaient les plus forts rendements. Donc, on a réduit la diversité en nombre de variétés ou de races utilisées. Et d'autre part, même au sein de ces races ou de ces variétés, on a fortement sélectionné vers du matériel élite, donc ceux qui étaient les plus performants au sein des plus performants. Donc là, on a diminué également la variabilité au sein de ces groupes que sont les races ou les variétés. Donc pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple chez les végétaux à gauche de la domestication, par exemple du blé dans le croissant fertile. Et puis il y a eu différents mouvements, ça a été très très long, mais au fur et à mesure qu'on sélectionnait, on a aussi perdu des traits qui n'étaient pas la cible de la sélection, mais qui par entraînement ont été perdus au cours du temps. Donc on a une toute petite fraction de cette diversité qui est utilisée pour produire les cultivars actuels, mais il en reste plein d'autres à explorer. Chez les animaux... bon, ça marche pas très bien. Chez les animaux, je voulais juste illustrer avec en France les vaches laitières. On voit que là, on va avoir l'ensemble des races laitières françaises reconnues et on voit que les trois premières, en termes d'effectifs, en nombre de têtes, représentent 96% de l'effectif. Donc les races locales sont assez sous-représentées dans tout ça. Je pourrais parler des chèvres, où là c'est encore pire. On a deux races qui vont représenter 99% de l'effectif sur un total de 13 races. Donc là, on voit bien que ça illustre cette diminution finalement de la diversité utilisée ou présente à l'heure actuelle pour produire. On est dans un contexte qui est un petit peu différent, qui est celui du changement climatique actuellement. Enfin, ça fait longtemps maintenant, puis ça va continuer, si j'ai bien compris. Où on va observer une augmentation des températures, une diminution des précipitations. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on n'a pas simplement un changement en termes de fréquence, c'est-à-dire un déplacement de la courbe des événements extrêmes sur la droite, mais on va avoir également un aplatissement de cette courbe, donc une augmentation en variance. Et quand on combine les deux, donc c'est le graphe du bas, eh ben, on va augmenter d'autant plus les événements climatiques extrêmes. Et ça conduit au fait qu'on a un environnement qui est beaucoup moins prévisible. Donc ça pose quelques problèmes en termes de disponibilité en eau et en alimentation, mais également on va changer la distribution des maladies, des parasites, des pathogènes. Donc on a un environnement qui est extrêmement changeant. D'autre part, toujours en termes de contexte, on va avoir le contexte qui est sociétal ce coup-ci, avec un changement de la demande des consommateurs. On va, sur la partie animale, beaucoup demander des systèmes qui sont beaucoup plus vertueux et qui prennent beaucoup plus en compte le bien-être animal, qui sont plus respectueux de l'environnement, système bio, organique. J'ai présenté à droite, par exemple, l'augmentation des surfaces cultivées en bio, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation animale au cours du temps. Donc on voit que ça augmente. Alors, en vrai, ça s'est arrêté un peu tôt. Ces derniers temps, ça ralentit un peu, pour être très honnête. Et on voit en haut la part dans l'élevage des poules pondeuses qui est dédiée à l'élevage en cage classique. Donc c'est la partie orange foncé, et puis le reste qui fait presque quand même 50% d'élevage alternatif à la cage. Donc soit plein air, soit partiellement plein air ou au sol. Donc ces enjeux-là s'intègrent aussi de manière plus générale au niveau de la santé. Donc le principe de One Health, c'est-à-dire que finalement, si on veut être en bonne santé, il faut que l'ensemble de l'écosystème dans lequel on s'inscrit soit en bonne santé, du sol en passant par les plantes et les animaux qui nous entourent. Et donc il y a un fort besoin de reconnecter les cultures et l'élevage à l'environnement et à la société. Donc pour ça, la transition agroécologique est évidemment un levier qui nous paraît évidemment pertinent. Et il consiste en quoi? En fait, cette transition agroécologique, c'est de bénéficier finalement des interactions qui peuvent exister entre toutes les composantes du système. C'est-à-dire, on ne va pas considérer le système uniquement productif, mais son écosystème naturel à côté, les animaux et les plantes. On va échanger des services, donc il va y aura de la réciprocité, des bénéfices, mais on va aussi donc travailler sur de la complémentarité, mais également de la redondance. C'est-à-dire que si un élément du système disparaît, on a un autre qui prend le relais, etc. Donc ça,
ça s'associe, ces pratiques agroécologiques, à une grande diversité finalement de pratiques. On ne peut pas dire qu'il y a une pratique agroécologique, elle est très dépendante du territoire dans lequel on se trouve et de ce qu'on va y trouver. Et ça nécessite, cette diversité de pratiques, d'avoir une diversité génétique qui est associée assez forte, qui elle-même se traduit en diversité fonctionnelle. Quel nombre de fonctions je peux avoir pour répondre à ces questions? Et donc là, on comprend bien que qui dit diversité génétique, dit il faut la caractériser pour savoir ce qu'on a. Si je veux mobiliser pour le futur, pour la sélection, pour la génétique de demain, animale ou végétale, il faut que je sache ce que j'ai à disposition. Le fait est que qu'on a beaucoup de collections qui existent, qui sont stockées ex situ, mais on a aussi des races qui sont en faible effectif, je vous ai montré, ou des variétés en faible effectif, mais on ne sait pas vraiment les caractériser. On sait qu'elles existent, on dit qu'il faut les garder parce que c'est important pour le futur, sauf qu'en vrai, on ne sait pas. Donc le but du projet, il est là, c'est d'aller caractériser les ressources génétiques ex et in situ à la fois sur le plan génétique et fonctionnel, identifier les accessions ou les régions génomiques d'intérêt pour la transition agroécologique, par exemple avec des traits en lien avec des résistances aux maladies, par exemple. Fédérer une communauté scientifique multispécifique et multidisciplinaire autour de ces questions. C'est-à-dire que là, on va essayer de mettre en contact des gens qui d'habitude ne se parlent pas beaucoup. Développer des méthodes d'analyse appropriées en génomique, génétique, statistique et bioinformatique. Donc là, quand je vous disais que les gens qui ne se parlent pas toujours, là, on va essayer de tous se parler. Et finalement, diffuser en open access les données, les méthodes, mais aussi les outils, le tout dans un cadre fair. Donc on a entendu parler, il faut que les données soient, et les méthodes, et les outils, les logiciels trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc ce projet a été financé à hauteur de 3,3 millions. 3 300 000, et il regroupe un certain nombre de... on se focalise sur un grand nombre d'espèces, 9 familles de plantes, 9 espèces animales, presque 200 chercheurs, 4 instituts, un grand nombre d'accessions de plantes et d'animaux, 28 000, donc avec beaucoup de production de données, de développement, etc. Ça, je vous ai mis une carte au milieu qui sont les différents CRB, les centres de ressources biologiques, où sont stockées ces collections notamment, qu'on va essayer d'aller explorer et ou alimenter avec des sorties de données expérimentales. Alors, désolé, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ils s'organisent en 6 work packages qui vont de la collection des données, donc ça en lien très très fort avec Brief qu'on a vu ce matin, où on va trouver quelles sont les métadonnées associées aux accessions qu'on va aller identifier, mais également comment est-ce qu'on gère ces données et comment est-ce qu'on les envoie ensuite, comment est-ce qu'on peut les réutiliser, comment est-ce qu'on les choisit, donc encore faut-il avoir connaissance de ces données pour pouvoir les analyser, donc ça c'est tout un travail quand même. La production de données moléculaires, ensuite l'intégration de données, on en a entendu parler un petit peu déjà, production d'outils d'analyse, et puis enfin des caractérisations, soit à l'échelle intra ou interspécifique. Donc plutôt que de... Je vais vous présenter quelques résultats pour chacun de ces work packages qui vous permettront de les resituer les uns par rapport aux autres. Donc, on a entendu parler de ça. Dans le work package 1, un des gros points qu'il a fallu mettre en place, c'est ce plan de gestion de données. Donc on a pu compter sur Anne-Françoise, qui a beaucoup travaillé, avec Fred Delamotte aussi. Donc c'était beaucoup de fun, comme disait Fred, a priori. Et ça va être encore un peu de fun parce qu'il faut le remettre à jour. Mais tout un tas de données très, très, très différentes et sur lesquelles il a fallu s'entendre pour savoir comment est-ce qu'on pouvait les mettre en commun et les retrouver et trouver un format, comment dire, interopérable, quoi. Deuxième point, choisir des expérimentations et des accessions analysées. Donc là, on a eu un certain nombre de réunions par groupe espèce. On a réuni plusieurs fois les différents groupes espèces, que ce soit végétal ou animal, pour savoir ce qui était pertinent d'aller analyser, qui apporterait des réponses. Et puis d'autre part aussi, utiliser des dispositifs déjà en place. Donc là, c'est l'exemple d'un dispositif qui s'appelle Patuchev, qui est piloté par Hugues Kaya, donc à Ferluse. C'est un dispositif qui vient du département Phase. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont les expérimentations système. Et quand on fait de l'agroécologie, on a des experts qui sont sur du temps long. Il n'y avait pas forcément de génétique au départ. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont récupéré de l'ADN de chacun de ces animaux de ce dispositif, qui en fait est un dispositif qui s'intéressait à avoir une conduite agroécologique des chèvres, donc avec des animaux qui étaient soit en bâtiment, soit en pâturage, pour lesquels on avait pu les désaisonner ou pas pour la période de reproduction. Et on a tout un tas de données individuelles de performance, mais également des données de copro pour faire du microbiote dessus. Donc l'idée, c'est qu'à la base, c'était pour regarder les performances. C'était vraiment une expérimentation système. Maintenant, on va la regarder d'un point de vue génétique. Est-ce qu'il y a des déterminants qui ont fait que certains animaux se comportaient mieux que d'autres? Donc là, on a essayé de combiner, d'essayer de ne pas reproduire un nouveau dispositif, alors qu'il y en avait des existants qui pouvaient être très pertinents pour répondre aux questions qui nous intéressaient.
Le War Package 2 qui consiste à produire des données de séquence, bah là, bon, je ne vais pas faire la litanie des chiffres, mais en gros, à gauche, vous avez les plantes et à droite, les animaux. Et ce qu'on voit, c'est que chez les plantes, ça a déjà bien avancé, le calendrier. Donc, on a différents types de production de données, du génotypage, du séquençage classique et du séquençage que l'on dit long grid, donc à long fragment. On verra à quoi ça peut nous servir un petit peu plus tard. Ça a été un petit peu vu chez les plantes parce que les accessions étaient souvent déjà disponibles. Ça ne reposait pas souvent sur des expérimentations terrain, alors que chez les animaux, il y a à la fois des expérimentations en cours, déjà réalisées, et donc les données arrivent au fur et à mesure. Le War Package 3 qui consiste à faire de l'intégration et de l'indexation de données. Alors il y a ces deux volets donc, qui va être piloté par André Haro d'un côté et pour l'intégration et pour l'indexation Pierre Peter Longo, où là on va avoir un côté intégration de données, on a entendu parler tout à l'heure, c'est qu'on a un grand nombre de données qui peuvent exister avec des données omiques différentes, et l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les prendre en compte tout ensemble. C'est pas simple, en particulier dans notre cas où on a des populations très structurées avec des races. Donc là, prendre en compte cet aspect structuration quand on fait de l'intégration de données, ça complexifie un peu le problème. L'indexation de données, c'est quoi? C'est qu'on a des millions et des millions de données qui existent dans les dépôts, typiquement SRA. Et l'idée, c'est qu'on puisse, une fois qu'on a trouvé une région génomique d'intérêt, pouvoir la scanner sur l'ensemble des données de séquences qui ont été générées à l'échelle mondiale et savoir où est-ce qu'on les a retrouvées par ailleurs. Donc ça nous permet de screener a posteriori pour savoir si ça confirme ce qu'on a trouvé ou pas. Et l'outil Logan a été développé dans l'équipe de Pierre Peter Longo, où l'intégralité des SERA a été indexée. Ça veut dire que c'est un moyen de les classer, de les retrouver rapidement. Et puis maintenant, on peut faire des requêtes dessus. Donc là, en termes de données, on parle de 2 milliards de millions de camères. Donc voilà, on est sur des données qui, après, en quelques minutes, comme sont calculées, ça donne en sortie l'origine de ces accessions, avec tout un tas de métadonnées. D'où l'intérêt de remplir bien les métadonnées. Voilà. Le War Package 4, c'est les outils d'analyse de la diversité avec deux volets principaux. Un sur la gauche, la pangénomique, piloté par Mathias Zitnicki, et aussi en collaboration avec Brief. Où là, qu'est-ce que c'est qu'un pangénome? C'est que jusqu'à maintenant, pour une espèce, on avait une séquence de référence et on alignait, quand on faisait du reséquençage, on avait les rides des petits bouts, on allait les coller sur la séquence existante pour retrouver les variants. Les pangénomes, c'est un peu différent, c'est qu'on sait qu'ils peuvent être différés, il peut y avoir des insertions, des délétions, et du coup, on n'a pas un seul. Notamment, on n'a pas un seul génome de référence, mais plein de génomes en fait pour une espèce donnée. Et comment est-ce qu'on représente ça? Par des graphes de pangénomes qui est un moyen de représenter dans un objet mathématique l'ensemble des variations. Et ça, c'est ultra pratique pour nos races locales notamment, ou nos variétés un peu méconnues, puisque souvent, elles n'ont pas été utilisées pour créer ce génome de référence. Et quand les rides ne s'alignaient pas sur le génome de référence, on les jette. Donc il y a un tas de données qui ont été jetées, qui n'ont pas été analysées, puisqu'on n'avait pas la référence pour les aligner. Et le low pass sequencing, c'est un moyen de diminuer les coûts de séquençage, où on va séquencer à basse profondeur et faire de l'imputation pour retrouver un génome complet. Donc on a développé aussi des pipelines dans les deux cas, et ça commence à bien marcher, et puis ils vont être déployés à large échelle. VP5, je vais aller vite, d'autant qu'il est coordonné par Véronique Decroux et moi-même. Il y a plein d'étudiants qui ont été recrutés, qui présentaient leurs posters. Alors, je disais d'aller voir les posters, peut-être vous l'avez déjà fait. Donc on a des posters sur tout un tas de choses. Les porcs, les chevaux, les arbres fruitiers, les choux. Donc allez les voir. Voilà, je vais faire vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais comme c'est déjà bien décrit par nos étudiants, voilà. Et on a organisé un grand nombre de séminaires. Et finalement, le dernier work package qui concerne la diversité interspécifique, donc piloté par Jérôme Sals et Aurélien Capitan, où là, l'idée, c'est d'aller étudier l'ensemble des espèces et les variations qui pourraient être communes entre espèces, donc plutôt en termes d'histoire évolutive. Pourquoi? Parce que ça pourrait nous aider à prédire qu'est-ce qui pourrait, à partir des informations qu'on trouvait dans une espèce donnée, comment est-ce qu'on pourrait prédire les choses intéressantes dans d'autres espèces. D'où l'intérêt de prendre en compte cet aspect multispécifique finalement. Donc il y avait un exemple, un gène qui est très connu chez les bovins par exemple, c'est DGAT, parce qu'il va augmenter la production laitière et les taux de matières grasses et de protéines surtout. Et on va le retrouver chez le maïs aussi. Vous voyez, quand je dis interespèce, on est très très loin et ça va gérer sur le remplissage des grains aussi. Donc voilà, on a des choses qui peuvent être intéressantes et peut-être explorer sous ce regard-là pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, j'ai fait le tour et je pense que je suis dans les temps. Oui, j'ai profité d'une proposition de l'équipe du PPR pour dire qu'on pourrait inviter de Thésard à participer à la présentation. Donc, je me suis dit que ça ferait moins de boulot pour moi. Donc voilà, le projet s'appelle Holobiont, vous l'avez déjà entendu parler, et c'est co-coordonné par Sylvie Combe et moi-même dans les premières vagues des projets flagship du PPR. Et donc, vous avez déjà vu la photo de droite, si vous avez écouté tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est un holobionte. Moi, j'aime bien la photo de gauche, qui montre un peu plus, de façon plus poétique l'histoire, mais en gros, voilà, vous avez compris, l'holobionte, c'est l'union
entre nos cellules eucaryotes et tous les microbes que nous avons sur nous. Et c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les plantes, pour les animaux, etc. Donc la question, c'est comment on peut utiliser cette concept pour améliorer et adapter nos populations animales à le nouveau challenge au niveau agroécologique. Donc le microbiote, il peut fournir beaucoup de fonctions intéressantes pour cela. Donc, au niveau du métabolisme, au niveau de la fonction intestinale, de protection contre les pathogènes, mais aussi de comportement. Donc, beaucoup de possibilités sont possibles ici. Et donc, si on réussit à piloter ces microbiotes, on peut cibler, améliorer la bien-être des animaux, l'efficacité digestive, limiter la production de méthane, améliorer la santé, limiter l'utilisation d'antibiotiques et donc la production d'antiprésistance. Voilà, tous ces types d'approches et aussi continuer à améliorer des choses qui sont liées à la qualité de la viande, par exemple. Donc, l'idée, c'est ici de comment faire en sorte de sélectionner le lobbying qui sera le plus adapté à chaque environnement. Donc, on peut imaginer des modèles qu'on appelle les hologénétiques qui combinent l'information génétique microbiote pour trouver le meilleur hôte avec le meilleur génome, qui ira avec le meilleur microbiote, donc le métagénome, pour un environnement donné. Et là, en production animale, je pense que c'est la nutrition, parce que c'est très important dans ces cas. Et donc, est-ce que c'est important? Donc, vous avez vu la formule qu'a montré tout à l'heure des généticiens. Donc, ça, c'est encore une autre formule plus adaptée pour le cas du microbiote. Donc, le microbiote n'est pas seulement un phénotype, mais un facteur environnemental. Donc, ça sera bien un facteur à temps plein dans notre formule ici. Et donc, pour faire tout ça, donc nous avons réuni un consortium avec 7 unités de recherche appartenant à différentes, donc à l'INRIA, à l'INRAE et à différentes universités, plus d'unités expérimentales que produisent les animaux, donc avec un lien avec des infrastructures qui sont mises à jour pour le projet Patacel. Et nous avons mis en place les approches pour pour questionner l'hypothèse de l'holobiont comme unité de sélection. Et pour cela, donc, développer les approches et générer les données qui sont capables d'utiliser ces formules ici, le phénotype égale un génotype plus microbiote, plus environnement, plus l'erreur comme vous voyez tout à l'heure. Donc les stratégies, donc, nous avons besoin de générer ou de réutiliser des données appareillées sur la génétique de l'hôte et sur le microbiote. Nous avons besoin de phénotypage fin de ces caractéristiques de l'holobionte, des données multiomiques pour comprendre ces liens-là. Et nous avons besoin de beaucoup de méthodes et développer de nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse, les prédictions, les modélisations de ces données complexes, qui sont, vous avez vu dans des présentations précédentes, assez difficiles à gérer. Et tout ça pour développer à la fin des méthodes de sélection qui permettent de gérer cette diversité génétique et la diversité de l'échelle de microbiote dans les approches de sélection. Donc, voilà comment on va faire ça avec 5 Work Packages interconnectés. Nous avons commencé déjà sur le 1, le 2, le 3, sur 1 et 2 sur plutôt méthodologique, sur le 3 pour la création pour compléter des populations d'animaux avec les jeux de données qu'on a besoin, le 4 qui démarre cette année pour l'implication des approches multiomiques et le 5 qui sera la fin projet pour aller valider ces données à la pratique. Donc sur le 1, donc vous avez un très beau poster de Juliette Francis à la session poster ici. Donc c'est essentiellement développer des données pour connecter les microbiotes avec les phénotypes. Ensuite, le 2, c'est comment implémenter des méthodes nouvelles pour prendre en compte la génétique ici. Donc avec toute une série de tâches ici. Et donc avec une thèse aussi avec Solène qui est là, qui a présenté son poster et qu'en plus va vous faire un flash talk sur ces sujets-là. Voilà, très rapide. Merci. Donc oui, très rapidement, je vais vous parler des résultats sur le travail que j'ai fait là, lors de ma première année de thèse. Donc en se basant sur des slides que j'ai utilisés la semaine dernière en conférence. Donc Jordi a très bien introduit le concept d'holobionte. Je rajoute juste une petite couche à ça pour introduire le vocabulaire de héritabilité directe et microbiabilité que je vais utiliser par la suite. Donc c'est la proportion de la variance phénotypique qui est expliquée soit par la génétique, soit par le microbiote. Donc on a bien l'idée l'intuition en tout cas, que induire la variabilité de l'hologénome dans des modèles de prédiction qui existent déjà pourrait améliorer ces prédictions. Ça amène quelques challenges. Entre autres, le fait qu'on intègre des données qui sont de différentes natures, donc microbiote et génotype.
qu'on a envie d'évaluer des modèles de prédiction, donc on a besoin d'avoir des données qui sont complètes et pour lesquelles on connaît la vérité, et aussi qu'obtenir ces données-là par l'expérimentation, ça coûte énormément d'argent et ça demande du temps. Donc une des solutions à ces problèmes-là, c'est de faire appel à la simulation. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce cadre de simulation, donc ReSUMP, qui permet de prendre en compte des données réelles pour faire la population de base, d'intégrer des données de génotype de microbiote et de produire des valeurs phénotypiques, de permettre à l'utilisateur de faire des étapes de sélection intergénérationnelle en se basant sur plusieurs critères et donc de répéter ça sur plusieurs générations. Donc sur notre modèle, pour la partie génotypique, on se base sur un package qui existe déjà et qui est déjà assez largement utilisé, qui est MOPS, qui permet de prendre en compte des données réelles en entrée, ce qui nous permet d'avoir déjà une structure génétique dans notre population de base. Pour la partie de microbiote, on a l'intuition que pour un individu, sa composition a une composante verticale qui est liée à une transmission verticale, une transmission maternelle, et une transmission horizontale qui est donc liée à l'environnement ambiant. Et cette composition, elle est modulée par la génétique de l'hôte et par l'environnement, des effets environnementaux. Ce qui nous amène à ce magnifique modèle. La partie transmissibilité, elle est gérée par le paramètre lambda, qui permet donc de moduler le ratio entre transmission verticale et transmission horizontale. Les effets environnementaux, qui peuvent être définis par l'utilisateur de manière très fine. Et la partie génétique, où là, c'est une matrice bêta dans laquelle on met une structure en cluster, parce que on sait maintenant que les taxa sont corrélés entre eux, voire anticorrélés, et donc ont une réponse similaire à la génétique de l'hôte. Donc c'est pour ça qu'on a introduit cette structure-là. Une fois qu'on a notre composante génétique et microbiote, on peut calculer des valeurs phénotypiques. Donc ça, c'est sur un modèle qui a déjà été publié et qui est déjà utilisé en 2021. Donc c'est le cœur de notre algorithme. On fait ça sur plusieurs générations. Et entre chaque génération, on peut faire une étape de sélection qui sélectionne soit sur le génotype, soit sur le microbiote, soit sur une combinaison des deux. Je ne vais pas vous présenter les résultats de validation ici, mais en résumé, on arrive à simuler des choses qui sont très réalistes et on était très contents pour ça. Donc, c'est sur mon poster, je pourrais vous en parler plus en détail. Mais je passe juste une minute là-dessus. On a voulu faire un premier cas d'étude en utilisant le package et notamment construire un indice de sélection qui permet de prendre en compte un trait phénotypique d'intérêt et la diversité microbienne. Et donc, on voit que classiquement, si on ne sélectionne pas du tout sur la diversité microbienne, si on n'accorde aucun poids à la diversité microbienne, on arrive à avoir une amélioration phénotypique, ce qui est attendu, mais on a une perte de la diversité, puisqu'on est sur la gauche de notre graphique. Et à partir du moment où on commence à mettre un peu de poids sur la diversité microbienne, là, on maintient notre amélioration phénotypique et on réduit en même temps la perte de la diversité microbienne. Donc ça peut avoir plein d'applications concrètes et plein de problématiques différentes. Mais voilà, c'était un premier essai. Donc concrètement, on a répondu à tout notre cahier des charges initial avec ce package-là. On va évidemment continuer et ajouter plein de nouvelles fonctionnalités très prochainement dans le package. Toute la méthode et tous les résultats sont détaillés bien plus en détail que ce que j'ai fait là dans un préprint qui est disponible sur le GitHub. Et de manière générale, vous pouvez vous amuser dès maintenant avec le package. Je repasse la main. Voilà, donc bon, vous avez compris pour World Package 2, on en est là, très bien accompagné avec Solène. Donc sur le 3, il s'agissait, si vous vous rappelez, c'était de générer ou compléter des données existantes en créant des populations. Donc ici, on s'est focalisé sur 3 espèces et 4 designs. Le premier, c'est sur des lignées sélectionnées pour la divergence entre un stéréotype %. Donc on est à plusieurs générations et que le projet est en train de complémenter avec 2 générations de plus. On va utiliser aussi des tweets analysés pour la composition des microbiotes utilisés au sein du PPR, des lignées isogéniques. Et aussi, on va compléter des essais qui sont prévus sur des brebis laitées et des brebis allaitants, sur l'efficience productive, aussi sur la production de méthane. Donc l'idée, c'est que dans la fin d'année, on aura des données disponibles pour implémenter les modèles que Solène nous a décrits avec des données réelles et voir
comment on peut sélectionner les phénotypes d'intérêt à un niveau agroécologique. Ensuite, sur les 4, vous l'avez compris, il s'agit de générer énormément de données multiomiques sur les populations générées pour aller à comprendre quels sont les liens. Ce n'est pas seulement sélectionner, mais ouvrir la boîte noire et aller comprendre qui est derrière de chacun des essais. Donc pour ça, on a focalisé sur les cochons, sur les données de World Package 3 pour comprendre quels sont les effets de cette sélection divergente qu'on réussit à utiliser. Et on va passer aussi à rumen de bovins pour complémenter le projet holoruminant. Et on essaierait de faire des approches multi-espèces là-dedans parce qu'on essaierait d'utiliser ces données-là pour aider à complémenter les données produites sur les brebis. Ensuite, donc, il y a l'intégration de ces données multiomiques pour ce que je disais, comprendre les options qui sont là, avec un postdoc qui va démarrer en 2025. 5 minutes encore. Oh, on a largement le temps. Donc voilà, il y a un postdoc qui va démarrer en 2025. S'il y a des gens intéressés ou qui connaissent des gens qui sont très bons en analyse multiomique, ben on est preneur de ces pistes-là. Et ensuite, donc, il y a la sélection des holobiontes pour l'agroécologie, pardon. Donc, c'est l'application de ces approches avec des données qu'on a prévues. Donc, ici, c'est l'intégration des données au niveau du cochon, l'intégration de données au niveau d'un ruminant et l'intégration de données au niveau de truites avec tous les partenaires ici. Et il y a un postdoc qui va démarrer en 2026 aussi pour analyser tout ça. Et ici, bah, l'objectif, il est de... je pense que c'est... Ah non, ce n'est pas la bonne diapo qu'il y avait après. Donc l'objectif ici, elle est de récupérer les données produites, les méthodes produites dans World Package 1 pour intégrer microbiote et phénotype, les méthodes de World Package 2, comme comment intégrer la génétique là-dedans, les appliquer sur les données qui sont produites en World Package 3 et World Package 4, donc multiomiques et d'espèces d'intérêt, pour aller valider en effet si c'est un effet faisable donc sur les espèces qu'on travaille ici, d'implémenter des modèles de sélection qui prennent en compte les approches, les données des microbiotes. Donc, à la fin du projet, l'idée, c'est d'avoir la réponse à cette question-là. Donc, au niveau du timing, donc nous avons démarré en mars 2023. Donc le pointeur ne fonctionne pas, mais vous allez voir qu'on est à peu près à la moitié du projet avec le World Package 3 qui a déjà démarré. Et l'année 2025, donc c'est clé pour le projet parce qu'on va générer énormément de données. Et c'est en 2026-2027 qu'on va passer notre temps à analyser toutes ces données avec les méthodes que nous aurons produites. Donc, vous avez vu, World Package 1, World Package 2, ici. Donc, pourquoi on fait tout ça? Donc, on fait tout ça pour des résultats agroécologiques potentiels qu'on voudrait développer ici à son de ce PPR. Donc, des stratégies de sélection utilisables dans des systèmes agricoles agroécologiques. Voilà, ça c'est facile à dire, difficile à faire. Donc, on veut avoir avec des approches génétiques qui peuvent contribuer à réduire l'empreinte environnementale de la production animale, et préserver la santé, à améliorer le bien-être. Et c'est les méthodes que vous avez vu un exemple ici. Donc, c'est la cogestion de la génétique de l'hôte et la diversité des microbiotes. Donc, l'exemple, c'est très pertinent. Donc, on peut sélectionner sans impacter les microbiotes et gardant la diversité dans des différents environnements et potentiellement capable de sélectionner la résilience des systèmes d'élevage si on a des animaux plus robustes ici. Et il y a un effet levier aussi pour des futurs projets, donc capable de tester cette applicabilité, donc ce qu'on discutait au tout début sur des approches plus appliquées. Donc on contribue au projet ADAP, par exemple, qui était présenté tout à l'heure. Et si vous avez des idées de collaboration, vous pouvez nous envoyer des mails. Je vais transférer les mails dans le consortium sur des personnes pertinentes à tous ces sujets. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Et ce que vous voyez, on a adapté l'image au tout début. Il n'y a plus d'humains et des arbres, mais nos espèces préférées dans le graphique. Donc merci beaucoup. Ok, bonjour à tous. Agroécophen, phénotypage à haut débit des plantes pour l'agroécologie. Donc je coporte ce projet avec Jacques Le Gouy, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais voilà. Ça a été dit, c'est un projet qui se base sur quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle une infrastructure de phénotypage, sur lequel je vais commencer par vous dire un mot. Infrastructure qui s'appelle Phénomemphasis, donc qui combine à la fois des plateformes d'observation et d'analyse du comportement des espèces et variétés dans une série d'environnements, du plus contrôlé au moins contrôlé, entre les conditions pour extrémiser étudier les réponses des plantes aux conditions environnementales, au stress biotique, abiotique, et prédire
autant que possible le comportement des plantes dans le futur. Donc des plateformes, des services autour de l'analyse d'images, des vecteurs et d'analyse d'images, et puis des services de données pour mettre les données de manière cohérente dans des systèmes d'information communs. Donc tout ça visant à comprendre, aller d'une échelle de la compréhension jusqu'à l'évaluation. On voit sur la petite carte qui est à droite qu'on est réparti sur le territoire, et on fait tout ça en partenariat avec des instituts techniques, Arvalis, Terrinovia, et puis plus récemment le GVS, je vais en dire un mot. Ok, donc ça c'était Phénomène Phasis, et ce que vise à faire, ce qu'on cherche à faire au travers d'AgroEcofen, c'est d'étendre les services de Phénomène Phasis en répondant au cahier des charges de l'agroécologie, en l'interprétant de la manière suivante, c'est-à-dire en allant le plus possible vers, en termes de système de phénotypage, ce que je mets entre guillemets phénotypage léger, donc plutôt abordable, sobre du point de vue énergétique et numérique, s'orienter aussi beaucoup vers des cultures sous forte dépendance agrochimique, arboriculture, viticulture. J'ai oublié de dire que historiquement, Phénomène était vraiment orienté plantes de grande culture annuelles. Aller vers plus de caractérisation d'une plus grande diversité de traits, en incorporant en particulier les interactions biotiques, et puis vers une plus grande diversité d'environnements pour essayer de capter au maximum toute la diversité possible des environnements et être là quand les événements extrêmes se produisent en particulier. Et puis dernier point aussi, au travers d'AgroEcofen, ça nous a permis d'intégrer le GVS qui n'était pas historiquement dans Phénomène Phasis, et qui apporte des questions en particulier en termes de nouveaux critères d'évaluation des variétés dans des contextes environnementaux et des modes de conduite variés. Donc ceci étant dit, donc on a découpé AgroEcofen en 4 tâches. La première étant de renforcer les capacités d'envirotypage et de phénotypage d'un réseau national d'expérimentation sur les grandes cultures pour accompagner la transition agroécologique. Donc vous voyez ici la diversité des lieux, donc des unités expérimentales INRAE et GVS dans lesquelles ces méthodologies vont être déployées. Et on parle de méthodologies sobres et sobre numériquement et en termes d'énergie aussi possible. Je parlerai tout à l'heure des piquets connectés. Je ne parlerai pas de l'autre appareil là, qui est à gauche qui s'appelle une perche de phénotypage qui est donc manipulée par un opérateur pour récupérer de l'information au plus près des cultures. La deuxième tâche consiste à mettre en œuvre des outils de phénotypage et d'envirotypage à haut débit dans les vergers et les vignobles sous faible recours à l'agrochimie, enfin en tout cas dans une perspective de moindre recours à l'agrochimie. Là, on repart sur des choses un peu plus lourdement instrumentées en termes de phénotypage, en s'appuyant sur ce qu'on appelle une phénomobile, et puis là, sa déclinaison pour les cultures en rang qui a été développée à Colmar et qu'on cherche à déployer. Un troisième axe qui consiste à développer en aval de ces méthodes, des méthodes d'imagerie, en particulier en mettant l'accent sur les interactions biotiques, et évidemment en particulier basées sur l'IA. Et puis en soutien à toutes ces opérations, d'étendre les services globalement, les services numériques, face à la diversité accrue des sources de données de phénotypage et envirotypage, et on s'appuie sur des systèmes d'information qui ont été développés auparavant dans le cadre de Phénomène Phasis et qu'on va étendre à AgroEcofen. Et donc au final, l'objectif étant de rendre nos installations prêtes à accueillir des projets et offrir des services en agroécologie. Alors je fais quelques flashs sur les résultats marquants de ces 2 premières années du projet. Évidemment, vous aurez tout loisir de discuter avec les collègues qui sont venus ici avec des posters et qui seront ravis d'interagir avec vous. Premier exemple, c'est un piquet connecté pour déployer phénotypage et envirotypage à large échelle. C'est porté par Boris Adam et son équipe à l'UFAC, donc à Clermont-Ferrand. L'idée étant au départ d'avoir un cahier des charges, de proposer quelque chose qui soit simple à mettre en place, configurable autant que possible in situ, autonome, connecté, etc. Et donc, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Mais l'histoire a été assez riche, hein, et Boris sera ravi de vous en donner une illustration. Ben voilà, c'est
une carte pour les capteurs, un petit ordinateur qui s'appelle un Raspberry, une carte GSM pour interagir avec un serveur, un certain nombre de capteurs qui sont là pour nous renseigner sur le phénotype et l'envirotype au plus près des parcelles. Une carte multispectrale aussi pour capturer de l'information fonctionnelle autant que possible. Une appli sur smartphone, Shiny pour analyser les données. Et puis, ce qui est évidemment dans AgroEcofN, une fois qu'on a mis tout ça en place, l'idée c'est d'aller déployer tout ça dans un certain nombre d'unités expérimentales sous forme de tests, de crash tests, et puis de voir, une fois qu'on a mis ces outils à disposition, qu'est-ce qu'on peut en faire de manière concertée entre les différentes unités, et aussi dans les sites d'un projet dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle FENET. Un autre projet un autre travail aussi qui a été lancé dans le contexte de ce projet, c'était de traiter autant que possible les images par IA avant envoi pour limiter les flux de données. C'est Julien Garnier qui vous fera un plaisir qui se fera un plaisir de vous expliquer ce qu'il a développé pour faire ce travail d'analyse de données directement dans le piquet lui-même avant les données. Et donc les traits qu'on cherche évidemment à obtenir à partir de tout ça, c'est en premier lieu, et plus si affinité, évidemment, les taux de couverture, la floraison, et puis envirotypage, 3 petits points, là aussi, potentiellement, ce type d'outil peut accueillir tout type de capteurs. Deuxième exemple, cette fois-ci donc dans les cultures en rang, je disais, l'idée ici, c'est de caractériser les phénotypes dans ces cultures pérennes sur lesquelles on ne s'était pas trop penché jusqu'à présent. Donc on s'est appuyé sur les travaux qui avaient été menés à Colmar dans l'équipe d'Éric Duchesne, qui est là aussi pour répondre à vos questions. Et puis il y a un poster, il y a 2 posters qui font référence à ces travaux. Et là, dans le contexte vigne, les cas d'usage, ils nous intéressaient bien parce que, évidemment, les vignes, on cherche à réduire l'usage des pesticides, fongicides, d'accompagner, enfin, comprendre ce qui se passe dans les transitions vers les cultures en mode biologique. On s'appuie, pour ce qui concerne une des unités sur lesquelles on s'appuie à Pêche Rouge, sur des travaux en termes où on expérimente différents modes de conduite, des essais systèmes. On va aussi regarder les taux de couverture, la présence de haies, en quoi ça impacte ce qui se passe sur la vigne. Et puis du côté de Bordeaux, qui est la 3e unité expérimentale côté Viti, qui sera équipée, où là on va plutôt questionner l'impact de l'agrivoltaïsme sur le fonctionnement de la vigne, et puis les traits sur lesquels les collègues ont commencé à réfléchir et qui veulent ressortir de ces équipements, évidemment, le volume activité du feuillage à base d'imagerie RGB multispectrale LIDAR, l'architecture de la canopée, les composantes du rendement, volume, grappe, taille de baie, etc. Et puis, évidemment, en perspective des interactions biotiques, quantification, attaque de mildiou, des nombreux attaques pathogènes, des champignons pathogènes sur le mildiou, que ce soit à côté sur la vigne, que ce soit à côté feuilles, grappes et sur le bois. Donc, je vous encourage à aller discuter avec Abdul Jalil, qui a un poster sur la segmentation de la végétation du premier plan, non seulement en vitie, mais aussi en arboriculture, et puis avec Jassem et puis Eric sur les premiers travaux qui sont menés à partir de la phénomobile en vitie. 3e exemple que je mentionne, là aussi vous pourrez aller discuter avec Jean Udolbeck de Terrinovia, qui coordonne ces travaux. Et là on est dans un autre contexte, c'est le contexte de la sortie du Fosmet, qui est un produit maintenant interdit et qui a servi à limiter les infections d'un insecte ravageur, en particulier chez le colza, qui s'appelle l'altise. Et les larves sont particulièrement friandes du colza, et donc il y a des techniques de mesure des degrés d'infestation de ces altises dans les parcelles de colza. Est-ce nous, dans le cas de AgroEcofN, ce qu'on a évidemment, et ce que les collègues ont en perspective, c'est d'évaluer les pratiques favorables pour limiter
l'infestation par ces ravageurs. Et puis peut-être aussi, si on étend notre capacité à capter de la mesure, faire de ce qu'on peut appeler de l'environnementypage biotique. Donc là aussi, aller discuter avec Jean-Eudes, qui est un poster et qui montre que les premiers résultats sont très encourageants, puisque à base d'IA, ils font de la reconnaissance et du comptage automatisé sur ces berlaises. Il vous expliquera comment ça marche. C'est assez manuel comme dispositif, puisqu'il faut récolter les feuilles, les mettre à sécher, puis attendre que les larves tombent, et ensuite on les compte. Même si on espère, dans un premier temps, évidemment, déployer au maximum ces méthodos. Jean-Eudes me disait que c'est suffisamment robuste et intéressant pour la profession pour que ça puisse être validé par la commission des essais biologiques et être intégré et utilisé. Et puis, une perspective serait sans doute d'avoir des cuvettes connectées au champ pour pouvoir aller capter cette information directement au champ. Dernier exemple de agroécofène, et qui sera aussi là illustré, je vous encourage à aller discuter avec Mario Serroir, qui est de l'équipe de Benoît de Solan, donc Arvalis. Et là, on est dans des contextes de couverts complexes, où on veut aller reconnaître, mais on a deux cultures, savoir comment se comportent l'une et l'autre. Donc c'est des défis méthodaux pour de la reconnaissance. Donc c'est aussi de l'entraînement sur la base d'images annotées, avec des images de tout type, donc plein d'espèces différentes, des céréales et légumineuses. Vous voyez tout un tas de choses aussi qui ont été passées dans le pipeline des collègues d'Arvalis. L'un, pomme de terre, le sol nu aussi, et puis les adventices. Et comment est-ce qu'on peut entraîner des modèles à base de segmentation sémantique sur la base de ces images. Là aussi, aller discuter avec Mario. Les résultats sont très encourageants, très favorables. Il y a une bonne capacité des modèles qu'il a développés à reconnaître ces différentes espèces. Un exemple qu'il montre dans son poster, c'est les taux de couverture ici d'un couvert blé luzerne. Et au cours de l'année, la capacité par imagerie nadir, donc horizontale, à base de perche ou de phénomobile, de capter la dynamique de croissance de ces deux couverts. Et puis, on peut aller plus loin, on peut aller voir la variabilité génétique du comportement du blé quand il est mis en compète avec la luzerne. C'est les différents exemples qui sont donnés ici. Donc les prochaines étapes de l'équipe de Benoît, c'est d'estimer la hauteur aussi, estimer la qualité du feuillage. Et puis il y a une question autour des adventices, et des liens qui ont été établis avec l'équipe de PlanteNet pour voir si avec leurs algos il y avait des meilleures capacités de détection. Voilà pour agroécofène. Je vais faire un flash super rapide sur FENET, qui est un projet européen miroir d'agroécofène. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a vraiment des liens très forts. Et FENET s'est pas mal inspiré d'agroécofène, ou peut-être l'inverse, enfin je ne sais pas, on pourra voir. Donc dans FENET, on développe aussi des outils de phénotypage légers autant que possible, qu'on cherche à déployer dans un maximum de situations. Donc il y a des piquets connectés ici aussi qui sont déployés dans tout un tas de situations. On s'appuie à la différence d'agroécofène sur de l'imagerie satellite. Et là, on développe un certain nombre de services, notamment, je cite juste très rapidement, des services de caractérisation de la variabilité intraparcellaire sur la base d'images Sentinelle, et puis peut-être demain sur des choses de plus haute résolution. On a un work package de services de données, évidemment, qui est orienté assez majoritairement vers le fait de rendre ces données utilisables par les modèles. Et puis on a un cinquième work package scientifique où on teste l'intérêt d'aller vers des modèles hybrides ou des jumeaux numériques, comme on a vu ce matin. Et tout ça, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, ces work packages scientifiques sont croisés avec des use cases.
Et on a 9 use cases, et je ne vais pas du tout les détailler, mais vous allez comprendre qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec ce dont on parle ces jours-ci. Il y en a une première série de use cases qui sont autour des interactions biotiques. On travaille sur la fusariose du blé, et on travaille sur l'intercropping, et on travaille sur l'utilisation des bourdons comme bioindicateurs voilà, de l'état sanitaire des forêts. Donc vous voyez qu'on couvre des domaines quand même ultra différents. On a 2 use cases sur l'utilisation de ces outils pour analyser l'interaction génotype-environnement dans tout un tas de situations, à des échelles très différentes, de parcelles, de plateformes très instrumentées jusqu'au champ d'agriculteurs, en passant par les piquets connectés et l'imagerie satellite. Et puis on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans AgroEcofan, mais cette fois-ci à l'échelle européenne, pour aller équiper les vergers de phénomobiles. On a des use cases autour du sol, notamment autour de la phénologie des différents organismes du sol et comment ils sont impactés par les pratiques, et quelque chose aussi sur le suivi non destructif, enfin in situ, du carbone du sol avec des capteurs dans le proche infrarouge. Et puis un dernier use case où là on balaye des échelles beaucoup plus larges, où on va aller regarder les évolutions éco-environnementaux, sociologiques dans une forêt des Vosges à base de ces outils. Et puis on va aussi voir comment est-ce qu'on peut informer des agriculteurs qui adhèrent à une entreprise qui s'appelle Seuil Capital et qui est intéressée pour renvoyer de la connaissance ou faire émerger des questions de recherche de la part de ces agriculteurs qui sont dans une transition agroécologique. Donc voilà, c'est tout pour Phénet. Et puis ma dernière slide, c'est pour faire un peu de pub pour 2 congrès Phénomix en 2025. Donc j'encourage ceux que ça intéresse à envoyer des résumés pour des talks ou des posters. Donc il y en a un en juillet à Anvers. C'est plutôt biologie au sens large, plantes, animaux. Et puis avec une session Phénomix. Et puis un congrès spécifiquement Phénomix qui aura lieu à Bonn en septembre. Donc voilà, flasher les QR codes et puis envoyer des abstracts. Merci. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Merci. Oui, merci. Donc, courage, c'est la dernière présentation de la journée. Donc, Patacel pour phénotypage animal pour la transition agroécologique des systèmes d'élevage. Donc, c'est le même statut que le projet précédent, à savoir un projet structure, on pourrait dire un projet en appui à certains projets de recherche du PEPR. Donc, c'est Jean-Pierre Vidanel qui devait faire la présentation, mais il est parti en Grèce pour un projet européen. Il a préféré me laisser la main pour faire la présentation ici, ce dont je me réjouis. Vous avez, Yvon Billon et François Lapéruc sont dans la salle. François Lapéruc présente un poster que vous avez peut-être vu sur un outil qui s'appelle Spider, que je vais évoquer dans l'exposé. Donc, le rappel des objectifs du projet Patacel. Alors, c'est pour des infrastructures qui font partie d'une infrastructure de recherche nationale qui s'appelle Life4SAS, qui est sur la feuille de route du ministère de la Recherche. Labellisé en 2021. D'ailleurs, cette année, il faut qu'on refasse le dossier pour essayer de garder cette labellisation et cette présence sur la feuille de route. Donc, premièrement, favoriser la montée en puissance en matière d'équipement de phénotypage à haut débit pour des caractères clés de la transition agroécologique des élevages. Alors moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 piliers pour ça. C'est détecter précocement les dysfonctionnements. Ça, c'est de l'agroécologie au sens où ça permet de détecter des problèmes très en amont et d'intervenir très en amont, voire éviter d'intervenir. 2, quand on intervient, d'intervenir sur des individus ou des groupes d'individus plutôt que sur des populations entières de façon systématique. Et troisièmement, être capable de piloter des populations hétérogènes, un peu avec la fin du mythe des clones, où on imaginerait des troupeaux avec des animaux qui sont tous pareils. Et on pense que le numérique nous donne des clés pour être en mesure de piloter des collectifs hétérogènes. Comme ça a été dit d'ailleurs par Gwendal dans AgroDiv. Deuxième, assurer une gestion des données produites correspondant au principe du fair data. On en a beaucoup parlé cet après-midi et c'est vraiment très important.
Troisième, favoriser la mise à disposition des données au sein des communautés scientifiques. Donc l'idée que les données, on en produit beaucoup, mais il faut qu'elles soient utiles et accessibles. Donc c'est au sein du PEPR, agroécologie numérique, mais aussi au sein des utilisateurs de nos installations dans le cadre de l'infrastructure Life4SAS, et puis pour toutes les communautés des sciences animales et d'ailleurs des autres sciences s'ils sont intéressés. Contribuer au développement technologique. Donc, Florence Gondret, hier, nous a montré un bel exemple de conception d'un nouvel outil utile pour faire les recherches. Et enfin, permettre à Life4SAS d'être au meilleur niveau international pour attirer des équipes en collaboration. Hop là. Si je reviens en arrière, ça ne va pas le faire. Donc, il y a 6 groupes de tâches dans Patacel. La première, c'est un peu le cœur, hein. Enfin, c'est un peu le résultat principal, c'est l'acquisition d'équipements de phénotypage pour nos infrastructures. Le deuxième groupe de tâches, c'est le pilotage des interactions avec les autres projets, c'est-à-dire qu'on a conçu Patacel avec beaucoup de réunions avec 4 autres projets du PEPR pour discuter avec eux, avec les porteurs de leurs besoins et de faire les acquisitions en connexion avec ces besoins. Le groupe de tâches 3, gouvernance des données. Le 4, veille et développement technologique. Le 5, aspect formation, communication, appui aux utilisateurs. Et puis le 6, gouvernance. Alors en ce qui concerne le 1, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu formalisé. Alors, on a eu des discussions avec les porteurs de 4 projets du PEPR, vous les verrez sur une diapo suivante. Mais on a formalisé le recueil des besoins pour forcer un peu les gens, enfin, au fur et à mesure du déroulement du projet et des 2 ans là, qui nous font des demandes d'investissement pour essayer de justifier leurs demandes, donc avec l'adéquation avec les objectifs scientifiques du PEPR. Avec l'intégration dans des projets scientifiques, les projets flagship, avec la qualité fonctionnelle et enfin, la qualité un peu dans toutes ces dimensions des mesures, des capacités de maintenance des appareils, parce qu'on peut acheter des appareils, mais il faut les compétences dans les infrastructures pour les maintenir, pour faire de la métrologie, etc. Et puis des justifications sur l'accessibilité des données produites, leur compatibilité, leur interopérabilité, etc. On a réussi avec Patacel à faire que ce soit un effet levier. Donc on a eu accès, grâce à Patacel, à d'autres guichets pour fonctionner en cofinancement. Et ça a été assez conséquent en termes de volume financier. Donc ça, c'était intéressant. Alors ici, les exemples d'acquisition qu'on a faites sur 2 ans, selon un peu les registres de mesures. Donc à gauche, tout ce qui concerne l'ingestion et le comportement alimentaire. Donc des DAC ports, DAC ça veut dire distributeur automatique de concentré. Donc là maintenant, dans nos 2 infrastructures phares à Rennes et au Magnerot en région Nouvelle-Aquitaine, on est vraiment bien équipé avec ces appareils. Ça concerne aussi les poissons, c'est le même principe, c'est accéder au niveau d'ingestion des poissons, donc les self-feeders là en bas à gauche. En ce qui concerne la production laitière, il y a un robot de traite, c'est celui du pain, je pense, qui est concerné par Patacel. Et puis DAL, ça veut dire distributeur automatique de lait pour les veaux, donc toujours avec l'idée d'avoir accès à la consommation individuelle, des choses qui concernent le comportement. Donc Florence, on a parlé avec Wait4, donc des accéléromètres, des GPS, des caméras et puis l'utilisation de l'intelligence artificielle pour décortiquer un peu le comportement des animaux et de l'imagerie 3D. Et puis enfin, un aspect très important pour les relations élevage-environnement, c'est la mesure des émissions de gaz à effet de serre, donc avec des pack chambers qui sont des modules. Alors là, c'est pour les moutons. Yvon, ils ne m'écoutent plus. C'est des pack chambers mobiles qu'on peut installer dans les parcelles et qui permettent de mesurer les émissions de méthane par les ovins au pâturage. Des chambres métaboliques, ça c'est à Herbipole en Auvergne pour des bovins. Et puis les green feed mobiles également, c'est pour des bovins. C'est la même chose que les pack chambers pour les gros animaux. Le WP2, c'est les liens avec les autres projets du PEPR, je vous en ai parlé. Donc ça a été principalement avec 4 d'entre eux pour les projets recherche, c'est Agrodiv, Co-Breeding, Holobiont et Wait4.
Et puis avec le projet structure, BRIF, enfin, moi je pensais que c'était bref parce que c'est EI, mais c'est BRIF parce que le E est minuscule, j'ai compris ça ce matin. Et puis j'ai aussi compris qu'il y avait ADAPT, je pense, quand j'ai écouté Laurence. Donc ADAPT est aussi en connexion avec des infrastructures expérimentales de Life4SAS, donc pourrait être ajouté sur cette diapo. Et puis il y a aussi des liens avec des projets qui sont en dehors strictement des projets de recherche du PEPR, par exemple PigWeb à droite, là-bas en bleu, c'est une infrastructure européenne qui concerne les ports. Donc il y a un certain nombre de partenaires européens et on est labellisé InfraIA pour les ports. Alors gestion et gouvernance des données. Donc là, il y a une entité très importante dans nos infrastructures, dans l'infrastructure de recherche Life4SAS qui s'appelle le CATI-SIGPA. Donc on utilise beaucoup d'acronymes ces jours-là. Donc les CATI, ça veut dire Centre automatique de traitement de l'information. Ce sont des entités administratives un peu qui permettent aux informaticiens de se regrouper dans les organismes de recherche. Et il y en a à l'INSERM, au CNRS. Bon, à INRAE, on en a une vingtaine, 20 ou 25, je pense, CATI. Et il y en a un qui est dédié au phénotypage animal, système d'information et de calcul pour le phénotypage animal, le CATI-SIGPA. Donc François Lapéruc est un co-animateur du CATI-SIGPA. Ce CATI, il nous permet vraiment de travailler sur ce que disait Fred Lamotte tout à l'heure, de la mode, c'est-à-dire à être clean sur les données, à les rendre disponibles, fiables, accessibles et réutilisables. Voilà. On a des liens forts avec des référentiels, on a des ontologies qui ont été définies dans le secteur animal et qui nous aident, qui sont vraiment une plus-value, on pense, pour des collaborations internationales. C'est-à-dire que quand on a une valeur obtenue pour un poids d'animal, c'est relié à une ontologie qui précise les modalités d'acquisition de cette donnée, par exemple, et qui décrit le mode opératoire. Dans le cadre du CATI, donc je parlais du poster sur Spider. Alors Spider, c'est un portail d'accès aux données. François vous en parlera mieux que moi, mais c'est l'idée pour un animal ou un groupe d'animaux d'accéder à toutes les données qu'ils concernent via un seul outil. Donc des données d'alimentation, de reproduction, de comportement, des données sanitaires ou des données d'environnement dans lequel cet animal a vécu. Veille et développement technologique. Donc là, c'est plutôt Yvon Billon qui a opéré pour ce groupe de tâches. Donc pour réaliser une cartographie des équipements dans nos infrastructures en se déplaçant. Il a beaucoup voyagé en France. Tu es allé aux Antilles? Non. Bon. Enquête in situ, état des lieux du... Non, mais ils ne sont pas encore dans Life4SAS. État des lieux du parc d'équipement, inventaire, type, usage, potentiel en termes de phénotypage, mode de gestion des données produites par ces équipements, et puis recensement dans les infrastructures concernées des besoins nouveaux et des besoins de renouvellement. Voilà. Et cette cartographie nous permet vraiment, c'est un socle pour réfléchir aux investissements qu'on a à faire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on avait 2,4 millions d'euros disponibles dans le cadre du projet, net, parce que c'était un projet à 3 millions, mais 2,4 disponibles pour faire ces investissements raisonnés à l'échelle de notre infrastructure nationale. Il y a aussi de la veille technologique qui est faite sur le web. Il y a un domaine d'innovation à INRAE qui s'appelle élevage sur mesure, qui permet aussi, en relation avec les opérateurs privés, de discuter des besoins ou des disponibilités éventuelles. Il y a eu une action phénotypage animal dans le cadre du GIS Avenir Élevage, et puis il y a eu des échanges avec des fournisseurs d'aliments. Il y a eu la création d'une base de données qui s'appelle Phénotool, à laquelle vous pouvez accéder sur Internet. Si vous faites Phénotool Life4SAS, je pense que vous arrivez au site web qui permet à quiconque d'avoir accès à cet inventaire, à cette cartographie des équipements. Et donc, si on veut mesurer, je ne sais pas, les gaz, le méthane émis par des moutons, on peut aller voir cette base de données et savoir si c'est disponible ou pas.
Dans le cadre du CATICICPA, il y a plusieurs groupes de travail, soit par espèce, soit transversaux, interspécifiques. Celui qui a été mis en place dans le cadre de Patacel depuis le démarrage de Patacel, ça a été le développement d'un système d'information dit environnement, où on est capable, avec des capteurs, de mesurer des éléments de l'environnement qui sont la température, l'humidité, alors la vitesse du vent, je ne sais pas, les données, l'environnement, on l'a vu avec les projets de génétique, les conditions environnementales dans lesquelles sont les animaux sont très importantes à prendre en compte pour comprendre les résultats de phénotypage. Le WP5 support formation communication, donc on a un site web de l'infrastructure nationale Life4SAS, on a un site web de Phénotool, comme je l'ai dit sur la diapo précédente, et puis on a organisé des animations, donc peut-être un des plus symboliques, c'est un séminaire commun entre deux infrastructures nationales, entre Life4SAS dont j'ai parlé, et une autre infrastructure qui s'appelle Emergine, qui est dédiée aux maladies émergentes, qui est une infrastructure portée par le département de santé animale. Et puis l'année dernière, Jean-Pierre Bidanel a présenté l'infrastructure Life4SAS et l'outil Phénotool à la réunion annuelle de sciences animales qui se produit tous les ans en Europe. Et l'année dernière, il se trouve que c'était à Florence. Cette année, ce sera à Innsbruck. Et donc, voilà, c'était un moyen aussi de communiquer, de diffuser l'information sur ce qu'on a fait dans le cadre de Patacel. Les perspectives pour ma dernière diapo, c'est l'intégration de Life4SAS. Alors là, c'est un gros projet qui s'appelle Génophénix. Il s'agit d'aller vers une infrastructure européenne plurispécifique. Là, pour l'instant, on en a 3. On a SmartCo pour les bovins, on a PigWeb pour les cochons, on a AquaExcel pour les poissons. Là, l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des espèces, d'y rajouter les volailles, parce que les volailles ne sont pas dans Life4SAS pour l'instant, et d'aller vers un projet S-Free et de décrocher le Graal d'un ERIC, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Cette année, on va renouveler la labellisation de Life4SAS, on va essayer d'y intégrer les volailles, parce que c'est quand même dommage qu'elles n'y soient pas. Et puis, il y a le projet aussi, c'est connecté au projet qui est en train de se mettre en route dans le cadre de l'agence de programme AgriLife et qui s'appelle Élevage durable. Donc, il y a un volet infrastructure dans ce projet, dans ce programme Élevage durable, qui permettra d'acquérir des équipements pour les volailles, pour les infrastructures volailles. Et puis, on va continuer avec des équipements qui sont encore à acquérir, et puis essayer de mobiliser l'effet levier de Life4SAS. Et je crois que c'est fini. Merci. Et du coup, on a fini. Je vais inviter toutes les personnes qui ont présenté à s'installer devant nous pour répondre à vos questions. Alors allez-y, on a un temps de questions d'à peu près une quinzaine de minutes, voilà, pour démarrer ensuite l'atelier de données. Noémie, je t'ai mis pour l'atelier d'après. Pendant que vous cherchez vos questions, pour en avoir discuté avec Yvon hier, ça sera important pour le PEPR de bien mettre en visibilité, au fond, les nouveautés en termes de phénotypage, de manière à ce que cette vision de l'effet levier pour mesurer des nouveaux caractères, y compris pour l'environnement, soit bien visible et puis bien partagée par tout le monde. Je pense que mettre en visibilité ça, on va vous demander de nous aider à faire ça, puis on a un site web où ça pourrait être enseigné. Vous pouvez vous poser des questions entre vous aussi, hein, si jamais il y en a pas. Sinon, je vais peut-être commencer par une question un peu naïve. Moi, je la vois surtout pour le génome, mais je pense que c'est aussi vrai pour le phénotypage en imagerie. Comment on fait on veut caractériser la biodiversité ou la diversité à tout un tas de niveaux, et comment on fait finalement pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'intéressant. Donc, par exemple, moi je travaille beaucoup sur le transcriptome, on sait par exemple les annotations, elles ne sont pas du tout complètes, et donc typiquement on jette à la poubelle dans les analyses classiques énormément des choses qui peuvent se passer. Je pense que c'est la même chose en imagerie. On imagine qu'on ne pense pas à scanner tous les caractères auxquels on pourrait penser. Donc comment on fait pour vraiment bien tout exploiter et pas passer à côté de choses intéressantes, quoi. Je peux commencer à répondre si tu veux.
d'un point de vue génomique, en tout cas, d'où l'intérêt finalement de stocker ces données et qu'elles soient bien stockées et retrouvables. Les approches de type FAIR, le fait de particulièrement bien renseigner les métadonnées, c'est à mon avis un prérequis nécessaire pour pouvoir faire ça, parce qu'effectivement les techniques évoluent et les questions aussi, et donc du coup c'est un premier point. Mais pour aller même plus précisément, dans le cadre du projet, là je parlais tout à l'heure du fait que on allait scanner SRA. Donc SRA, c'est intéressant parce qu'on va stocker les reads directement bruts. Donc les reads, c'est vraiment les sorties de séquençage, des petits bouts. Ça veut dire que généralement, quand on fait une étude, on fait un VCF, on a une séquence qui est alignée et on a jeté tous ces reads qui ne matchaient pas. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a deux façons maintenant, enfin ce qu'on voit en tout cas dans le projet AgroDiff de les utiliser, c'est soit on va fouiller directement dans ces reads avec le moteur type Logan, comme a été développé dans l'équipe de Pierre Pétan-Longo, ou alors ces approches de type point génome sont particulièrement intéressantes parce que là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je vais pas me caler sur une référence, mais sur l'ensemble des références. Et du coup, dès que j'ai de nouvelles informations, je viens les ajouter. Mais après, être sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose, ça, on n'en sera jamais certain. Mais Stéphane, je vais... Oui, alors, il y a le risque de louper quelque chose, et puis il y a le risque inverse, mais je sais pas, qui est de mesurer tout et n'importe quoi en se disant, ça, on ne sait jamais, ça pourra servir, et de boucher les tuyaux, d'avoir des teraoctets de données. Alors moi, je pense ma position, ce serait entre les deux. Et quand même, on parlait d'hypothèses tout à l'heure, je ne sais plus à quel sujet, d'avoir des hypothèses qui tiennent la route sur qu'est-ce qui fait que... quelle variable pourrait être intéressante pour que la diversité soit utile, quoi. C'est-à-dire que là, dans cette salle, on est tous différents, mais ce n'est pas la longueur de nos cheveux ou la forme de nos oreilles qui va nous intéresser, c'est notre cursus universitaire, notre expérience, nos visions différentes du monde. Enfin, on peut avoir des hypothèses sur ce qui est utile à mesurer pour faire que la diversité qu'on a dans la salle soit une plus-value. Alors, moi, c'est comme ça que je l'exprime pour répondre à ta question. Alors, oui, il y a le risque de manquer des choses, mais il y a le risque inverse d'avoir plein de données qui finalement, qui ne nous seront pas utiles. Je pense que tout est dans le stockage des données pour pouvoir les réutiliser. Donc, pouvoir revenir après. Je pense que c'est vrai aussi pour le microbiote. Il y a des résultats qui montrent qu'ils ont découvert de nouveaux gènes d'antivirus-résistance. Ils ont été à regarder, interroger les bases de données de séquences produites précédemment pour trouver à quel moment le gène commençait à apparaître. Donc, c'est de bels exemples comme ça. Je pense qu'il y a plein de la littérature, quoi. Ouais, pas mieux que mon voisin de gauche là. Phénomique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'hypothèse et qu'on n'a pas des a priori et des modèles. Donc on teste, on a des questions. Ouais. Donc effectivement, c'est orienté. Hein. On fait la phénomique, c'est du haut débit, donc c'est plus. Il y a plus de sources de variabilité, mais par contre, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on mesure. Oui. On ne mesure pas tout. Voilà. Alors, moi, j'aurais une question, Jordi. En fait, j'ai une question. C'est sur. J'ai pas très bien compris là le résultat que vous avez sur le maintien de diversité génétique en sélectionnant sur le microbiote, en sélectionnant sur le génome. Parce qu'au fond, comment on garantit qu'on va maintenir une diversité génétique en faisant de la sélection? Parce que si on combine. Alors, c'est un peu provocateur parce qu'on est d'accord sur le fait que travailler là-dessus, c'est important. Mais au fond, comment on va faire mieux que la génétique classique qui a un petit peu réduit la diversité génétique en co-sélectionnant à la fois sur le microbiote et sur le génome de l'autre? Il y a plusieurs façons de voir ça, mais ce que c'était montré, c'est qu'on peut sélectionner génétiquement. Donc là, on va réduire la variabilité génétique de l'autre, mais en gardant la variabilité génétique du microbiote. Alors, comment on fait les deux? Donc, les deux, c'était... là, ça serait à traiter la diversité comme un phénotype de plus qu'on ne veut pas sélectionner. Par contre, si on s'intéresse à sélectionner un phénotype qui est corrélé avec la diversité du microbiote, par exemple, là, on aura du mal à faire ça, je pense. Donc, c'est en fonction de l'objectif. Là, l'exemple qu'a montré Solène, c'était dans l'objectif qui serait de garder un maximum de diversité de présence de bactéries différentes dans les environnements des animaux. Donc ça, c'est lié généralement à une meilleure robustesse, à une meilleure santé. Mais on peut trouver des objectifs qui sont contradictoires avec ça. Et là, la vraie question, c'est comment sélectionner seulement la bactérie qu'il faut et pas contre-sélectionner pour les autres. Donc c'est encore un autre sujet, quoi. Oui, là-haut. Attendez, le micro.
Non, merci. Merci. Un peu en lien avec la question précédente. En fait, tu nous as présenté un modèle donc avec le phénotype qui est expliqué par génotype, le microbiote et l'environnement. Et là, le résultat qu'on discute, c'est le microbiote comme phénotype, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire on cherche à garder de la diversité dans la communauté microbienne, mais la communauté microbienne n'est pas nécessairement vue comme une variable explicative du phénotype de la plante. Ou je me trompe. Enfin, j'ai du mal à voir où il se trouve dans l'équation. Est-ce que c'est ce qu'on cherche à sélectionner le microbiote? Dans l'exemple, c'est l'exemple de l'outil qu'a développé Solène. Et c'était une des applications potentielles, c'était de faire ça. Mais on pourrait imaginer d'autres applications dans lesquelles, par exemple, une composition de microbiote déterminée va favoriser la croissance ou va favoriser la santé. Et dans ces cadres-là, on voudrait sélectionner les microbiotes directement. Donc, ce qu'on a vu, ou sinon, on peut le mettre dans le modèle pour aider à prédire. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, la résistance face à une maladie qui serait mortelle pour les animaux, on ne peut pas la mesurer dans les animaux à évaluer, mais on pourrait trouver des proxys dans les microbiotes qui pourraient nous informer de ça et les sélectionner de façon indirecte. Donc, ça peut nous informer de ça, mais une autre partie qu'on n'a pas trop développée dans la présentation, le microbiote peut nous informer aussi des effets de l'environnement. Donc, on peut intégrer dans le microbiote des informations qui vont réduire l'erreur qu'on peut avoir dans les occasions de prédiction. Donc, avec un moins d'erreurs, on peut prédire un peu mieux aussi l'effet génétique et améliorer la sélection. Donc, ça peut être c'est pour ça que c'est une entité en soi dans la formule. Ça peut être ça peut expliquer une partie de l'environnement, une partie du génome aussi qui va influencer le microbiote. Donc, c'est un peu une entité nouvelle. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on est à la croisée entre le fait qu'on peut sélectionner sur le microbiote, et ça peut avoir une influence sur le phénotype de l'hôte, puis on peut sélectionner sur le génome de l'hôte, qui peut influencer le microbiote. Donc, et en fait, c'est des deux côtés de l'équation. En fait, on peut le traiter comme un phénotype ou comme quelque chose qui impacte le phénotype d'intérieur. Ouais. J'avais une question pour vous deux. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, alors je sais qu'il y a Spider qui commence à développer, mais lier de manière automatique finalement les données des CRB, des collections, et les données de phénotypage qui peuvent leur être associées, notamment dans quelles conditions on a pu les trouver ou les performances dans tel et tel environnement. Et je pense que ça serait quelque chose qui serait vraiment utile. À l'heure où on essaye de les caractériser, on manque souvent un peu des données expérimentales. Enfin, on les trouve, hein, parce qu'il y a des bases de données qui existent, mais est-ce qu'on pourrait les connecter de manière automatique, hein? Oui, donc je pense que c'est une très bonne question. On commence à réfléchir à voir comment faire ça. Donc juste il y a eu récemment, alors désolé de parler au niveau européen, mais il y a une infrastructure qui s'appelle GRACE là, qui vise un peu à avoir une espèce de miroir européen des CRB plantes, enfin du pilier plantes de rares, et on essaie de connecter ça évidemment avec le phénotypage, parce que c'est un des work packages de cette infra, c'est le phénotypage. Le phénotypage des semences, de leur viabilité, et puis de leur comportement dans des environnements divers et variés. Donc oui, je pense que c'est bien ça qu'on aimerait faire. On ne sait pas encore bien comment. Donc, voilà, je pense que certains, peut-être dans la salle, ont des idées de futurs projets. En tout cas, je pense que c'est des choses très ambitieuses. Comment est-ce qu'on maintient ces ressources génétiques? Comment est-ce qu'on les met in situ? Parce que les semences, quand elles sont dans les frigos ou quand elles sont au champ, on n'a pas les mêmes informations. Il vaut mieux qu'elles soient au champ quand il se passe des catastrophes climatiques, etc., parce que là, on va capter de l'information. Mais on n'est pas véritablement armé pour faire ça. Et je pense qu'effectivement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose à des échelles assez larges, parce que c'est compliqué, c'est coûteux d'avoir des experts à long terme sur des ressources génétiques qu'on maintient sur plusieurs années dans différents sites. Donc je cite juste l'exemple qui me semble assez vertueux là, du côté des pommiers. Donc on a installé des RefPop de pommiers dans 6 ou 7 pays européens, plus en France à 2-3 endroits, etc. Et on fait en sorte de pouvoir avoir en continu des observations de ces RefPop dans des conduites, dans des systèmes de conduite qui sont un peu variés, mais évidemment être capté en puissance statistique, analytique, des réponses de l'environnement à l'environnement de ces génotypes.
Alors pour nous, ça c'est une question importante pour laquelle on a souvent discuté. Alors, on avait l'idée de génotyper tous nos animaux de nos infrastructures et puis de les mettre, de faire du biobanking. Là, ça répondrait à ta question. On a discuté avec Brief parce que c'est ça un peu. Si on se coordonnait et qu'on ça arriverait à ça. L'idée de coordonner le phénotypage animal et la conservation du matériel génétique, c'est de faire cette passerelle dont tu parles. L'espoir, alors le projet Esprit là, que j'ai mentionné à la fin, s'il passe, ça fera ça. Enfin, c'est une des ambitions qu'on a. Donc il y a un projet européen qui s'appelle Eurofang, hein, c'est ça Eurofang, oui. Donc qui est plutôt sur les ressources, modèle CRB. Nous, on est sur le phénotypage avec nos histoires de Life4SAS, de SmartCo, de PigWeb et d'AquaExcel. On vend dans ce projet Esprit qui va durer sur les 10 ans qui viennent, si jamais il est accepté, il y aura ça, il y aura cette connexion. Voilà. Mais bon, c'est c'est difficile et sans doute coûteux, quoi. Bon, mais il y a un projet qui s'appelle du génotype au phénotype, je ne sais plus lequel, là. C'est lequel qui s'appelle dans un des projets ciblés. Aidez-moi. Bon, bref, mais c'est l'idée aussi. Donc, il faut qu'on y arrive parce que finalement, ce qu'on voit, ce qu'on attend comme performance sous un angle multiperformance des animaux. Ça vient de la façon de les conduire, mais ça vient aussi de la question d'avant, c'est-à-dire de leur matériel génétique. Et donc, il faut qu'on arrive à connecter les deux. Donc, c'est indispensable. Mais ce n'est pas fait pour le moment. Parce que là, j'entends bien que c'est difficile de les connecter en temps réel. Mais il y a aussi toutes ces données qui ont déjà été générées, qui finalement sont assez conséquentes sur des accessions pour les végétaux dont on connaît l'identité, ou pour les animaux pour lesquels on a un numéro national pour la plupart des espèces. Donc, il y a aussi les données déjà existantes. C'est ça que je veux dire. De les reconnecter, ça, c'est un peu ce que faisait Spider, si j'ai bien compris. Non oui, c'est ça, c'est ce que essaye de faire Spider. Mais ouais. Eh bien, vas-y, François. C'est le chef Spider. Ouais. La chef, elle est là. C'est Laurence. Donc, par rapport à ce que tu dis, dans le cadre d'une collaboration entre Brief et Patacel, il y a un CDD qui a été recruté et on veut apporter ce premier élément d'interopérabilité, au moins savoir sur les deux plateformes du CRB-Anime ou de Spider, quelles sont les infos qu'on a de l'autre côté pour un animal en fait. Donc tu ne vas pas accéder facilement depuis Spider aux données de CRB-Anime. Par contre, il va te dire, attention, pour tel animal d'un Spider, j'ai des éléments de phénotype, etc. Et aussi, je sais que dans le CRB-Anime, il y a tel type d'informations qui sont disponibles pour cet animal. Après, la difficulté, elle est aussi qu'il y a CRB-Anime représente seulement une fraction de tout ce qui était fait historiquement dans les labos. Il y a plein d'échantillons qui sont en dehors de CRB-Anime. Donc, comment interroger cela? Et la deuxième difficulté, c'est que ça concerne que les animaux qui ont été élevés dans une unité expérimentale, pour ce qu'on peut faire, nous. Oui, aussi. Ouais, je rajoute pour les plantes, les connexions entre les systèmes d'information phénotypage et génotypage sont faites. Nous, les systèmes d'information FIS est connecté aux informations de génotypage. D'accord. Okay. Merci. Il y a peut-être une question là. Oui, c'est une question peut-être un peu annexe, mais qui revient sur la première question, puis la question de Claire. Et donc c'est plutôt pour Jordi, mais aussi Laurence tout à l'heure. Donc vous introduisez en gros le microbiote dans l'équation historique phénotype, génotype, environnement. Et en fait, il n'y a pas qu'un microbiote, il y a des microbiotes qui, a priori, sont très différents selon qu'il est digestif, la peau, etc., la mamelle. Et dans une perspective de vouloir couvrir au maximum la diversité, est-ce qu'on pourrait imaginer que, du coup, tous ces microbiotes soient autant de termes dans l'équation ou juste une variation de ce grand terme de microbiote? On peut imaginer d'ajouter plusieurs termes microbiotes dans l'équation, mais ce n'est pas seulement une matrice de quel écosystème on va échantillonner. Je pense, à mon avis, c'est surtout le temps, le timing de cet échantillonnage. Ce n'est pas le même échantillonnage en animaux jeunes. Et essayer de prédire ce qu'il va faire quand il soit adulte, quand si on prédit au moment où le phénotype se produit, ou
on essaie de prédire avec un phénotype très tardif, avec un microbiote qui est très jeune. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, le microbiote va absorber des effets génétiques, parce qu'il est partiellement déterminé pour le génotype, mais aussi beaucoup des effets environnementaux. Donc, c'est le timing et quel écosystème, en effet. Mais il y a des modèles qui sont capables d'introduire plusieurs matrices microbiotes dans l'équation, et ça complexifie pas mal les choses. Mais il y a aussi l'idée qu'on peut utiliser un écosystème comme proxy des autres. Et normalement, on peut voir ça, par exemple, dans la microbiote de rumen, qui va être très lié effectivement à la production de méthane, et qu'en analysant le microbiote fécal des vaches, on peut quand même arriver à prédire des choses qui sont reliées. Donc, je pense que ça va être dépendant des phénotypes dans lesquels on veut étudier. Mais bon, après, c'est lié aussi à la question qu'on disait, c'est de que vous produisez des animaux, dépenser quelques tubes de plus pour échantillonner des microbiotes et les mettre au congélateur. Et peut-être dans 4 ans, ce serait pertinent de revenir. Donc, je pense que c'est ça aussi. Bon, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là parce qu'après, il y a un petit atelier donné avec Frédéric là, qui va revenir avec nous. On vous remercie beaucoup de toutes vos réponses aux questions.